Maintenant, c'est Olivier Rouault qui va parler. Olivier Rouault, qui est consultant international et ancien rédacteur en chef de la revue catholique de Rome et d'ailleurs, si je bien dit vos titres. Bon, Olivier, je vous prie. Merci beaucoup, merci mille fois. Merci à tous ceux qui se sont exprimés jusqu'à maintenant, qui m'ont vivement intéressé et enrichi. Je voudrais préalablement dire que je suis confus parce que je suis actuellement en déplacement et je m'exprime avec un simple iPhone que je tiens dans ma main, tandis que de l'autre, de temps en temps, je vais consulter mes notes et que peut-être pour mes auditeurs, le confort n'est pas optimal, j'en suis désolé. Oui, je suis effectivement un consultant international, mais en vous parlant ici, je tiens à le dire, je parle en tant que catholique et aussi en tant qu'amoureux de la Russie, et plus particulièrement en tant que secrétaire général d'une association d'amitié franco-russe dont je suis l'un des 3 cofondateurs. Ça peut juste vous permettre d'éclairer mieux mes propos qui suivent. Mes propos pourront peut-être agacer certains, j'en suis désolé, c'est moi, j'ai l'habitude d'ailleurs. Ils sont peut-être un peu iconoclastes et pourtant ils représentent ce que je crois. Je voudrais rappeler un adage, de même que le démon est le singe de Dieu, de même les sectes aiment à imiter les religions. Et si M. Péchaud tout à l'heure, pardon, Monsieur Fachou, excusez-moi, a bien expliqué ce qu'était qu'une secte, je voudrais juste résumer pour introduire mon propos que c'est en général un groupe organisé de personnes qui professent une doctrine, une pseudo-doctrine, laquelle n'a en général pour origine que les révélations d'une seule et unique personne au caractère prétendument charismatique. Et ensemble, tous ensemble, ils recherchent surtout une position dominante ou une sorte de monopole qui leur assurait non seulement notoriété, financement, mais aussi une sorte de vision un peu officielle. En général, leurs croyances et leurs pratiques les rendent nocifs. Monsieur Fachou l'a bien rappelé, les rendent nocifs à eux-mêmes, comme au reste de la société d'ailleurs. Bien souvent, le gourou exerce un contrôle mental, un contrôle psychologique et une manipulation sur ses affidés qui est souvent épouvantable. Alors, outre les différents critères de dangerosité qu'a évoqué M. Fachou, bien sûr, l'une des caractéristiques des sectes, c'est sa fermeture, son opacité la plus complète, quitte, comme ça a été évoqué, à créer une vitrine respectable pour dissimuler les comportements réels. Alors, non seulement les sectes tendent à prendre la place de Dieu, tout simplement, dans des sociétés qui sont malheureusement déchristianisées, mais aussi elles profitent d'une certaine déshumanisation de nos sociétés aujourd'hui. Alors, bien sûr, ça a été rappelé, tous les gouvernements du monde, à peu près, luttent contre les dérives sectaires et cherchent à en protéger leur population. Mais il faut bien l'avouer, les critères qui définissent une secte ne sont pas toujours faciles à expliquer. M. Fachou en a parlé. Il faut bien reconnaître que l'État a longtemps hésité à s'immiscer dans l'État en France, à s'immiscer dans un domaine aussi proche des convictions personnelles, de la foi, de la philosophie. De fait, certaines organisations sectaires échappent totalement à la vigilance ou aux capacités de discernement des responsables publics. À moins, et c'est là que mon mauvais esprit intervient, à moins qu'il ne s'agisse parfois de crainte, voire de connivence. Alors, il est parmi toutes les sectes de l'univers une qui est particulièrement nuisible au genre humain et à toute la chrétienté en particulier, qui n'est jamais évoquée, ou en tout cas plus à notre époque, sous cette étiquette de secte. Nommons-la, il s'agit de la franc-maçonnerie. Quelle que soit son obédience, la franc-maçonnerie est intrinsèquement perverse. Elle a été férocement combattue par l'Église catholique dès son avènement, l'avènement de la franc-maçonnerie dans les années 1720 à peu près, puis par l'ensemble de la chrétienté, et pour cause. Le vrai objectif de la franc-maçonnerie, c'est le service de Lucifer. Et M. Silantieff nous a montré, bien sûr, l'impact du satanisme dans nos sociétés. Alors, bien sûr, en 2022, évoquer Lucifer peut paraître un peu démodé, un peu anachronique. Pourtant. Alors, la franc-maçonnerie agit dans l'ombre, dans le mystère. Elle se vante elle-même parfois des lois qu'elle promeut ou de ses interventions sur des décisions politiques qui sont toutes des décisions négatives. La franc-maçonnerie est en amont des lois sur l'avortement, des lois sur le divorce, des lois sur l'euthanasie, des lois sur la crémation, autant de sujets qui ont toujours été
comment dirais-je, moralement réfutée par toute l'humanité dans le monde entier, et par l'Église catholique, bien sûr. La franc-maçonnerie se vante elle-même d'être en amont, ce n'est pas comment dirais-je, une croyance personnelle. La franc-maçonnerie œuvre à changer notre société en lui retirant progressivement ses traditions, son histoire, sa mémoire. Et si elle lutte tout particulièrement contre toute forme de chrétienté ou de foi, sa cible privilégiée est la famille, comme toutes les sectes d'ailleurs. Car partout dans le monde, la famille constitue la cellule fondatrice de toute société heureuse ou équilibrée. La famille, c'est la pierre fondatrice du mur de soutien de notre humanité. Sans famille, que ce soit en France ou en Russie, en Israël ou au Maroc, le monde s'effondre. Mais les réflexions les plus graves, les décisions les plus déterminantes de la franc-maçonnerie restent secrètes. Leurs conversations, leurs chapitres, leurs travaux restent secrets. Et les membres de la franc-maçonnerie qui occupent des postes importants dans la société, des élus, des responsables politiques, des responsables médiatiques, qui travaillent ensemble à refaire le monde dans le secret de leur loge. Tout à l'heure, il était posé la question de la position de l'extrême droite. Mais en réalité, on trouve dans les loges des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite, d'écolo, etc., qui travaillent ensemble, sans moi en tout cas, sans me dire ce qu'ils font, pour changer ma société. Et pour moi, c'est vraiment un comportement sectaire. Par ailleurs, s'il est vrai que, et chacun le sait, que les connivences maçonnes transcendent, donc les clivages politiques, on vient de le voir, elles se nourrissent aussi de liens internationaux. Évidemment, ne faut-il pas faire avancer la cause maçonnique? Il est peu connu que sans le soutien des loges maçonniques, un soutien proactif, jamais la russophobie actuelle en Europe n'aurait pu ni s'installer ni perdurer. Les loges américaines, et donc merci à mon interlocuteur de tout à l'heure, à Maxime Perrotin, d'avoir évoqué le sujet, même discrètement. Les loges américaines se montrent actuellement très influentes, par exemple dans le soutien de Zelensky, dans les décisions de sanctions que les Européens doivent appliquer sans aucune indépendance. Ces idées ne viennent pas d'eux. N'oublions jamais que les instances européennes comptent parmi les institutions mondiales qui hébergent en leur sein le plus de francs-maçons. Là aussi, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est facile à démontrer. Mais comment s'étonner alors de ce déferlement de mesures d'origine américaine, relayées par l'Europe, qui nuisent le plus aux intérêts de l'amitié franco-russe? Sans la franc-maçonnerie, ça ne serait pas possible. Et pourtant, où sont les publications officielles, où les francs-maçons le disent, où sont les débats publics, où sont les travaux préliminaires, qui sont les responsables, qui les a élus, quelle est la doctrine ou le programme qui sous-tend ces influences? À moi, on ne me l'a pas dit en tout cas. Et donc cette opacité associée au désir de nuire, à la dangerosité des actions, au soutien mutuel des membres sans aucun discernement ou esprit de justice, à une doctrine mystérieuse et cachée. Mais ne sont-ce pas là les critères qui définissent ce qu'est une secte? Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un débat. J'y reviendrai tout à l'heure. Je ne vais pas faire la liste de tous ceux qui me paraissent éminemment sectaires sur la planète parce que nous continuerions jusqu'à 22 heures. Néanmoins, il est un autre outil sectaire dont j'aimerais rapidement vous parler. Vous le connaissez tous. Il a un gourou, un vrai gourou à sa tête. Un gourou connu, fort, charismatique. Il tient des réunions totalement secrètes. Ses travaux comportent deux grands volets en général. Une partie publiée publiquement, qu'on trouve sur Internet ou dans les librairies, et l'autre qui contient un agenda, des noms, des mesures extrêmement secrètes. Sa doctrine n'est pas intégralement dévoilée. Son désir affiché est clairement de diriger le monde. Ses fidèles sont formés à cela. Ils sont même endoctrinés pour beaucoup, et tous gardent le secret sur les travaux. Ça fait sectaire un peu ce que je vous dis. Leurs réunions sont protégées par des milices armées. Il est clair que le gourou se prend parfois pour Dieu, notamment quand il réfléchit à haute voix sur la surpopulation de la planète qu'il aimerait réduire. Il a pu corrompre ou influencer la quasi-totalité des gouvernements du monde et des médias qui leur sont inféodés, et pourtant, ses conseils ou ses instructions sont protégés par le plus grand des secrets. Sa puissance, mais aussi sa dangerosité, fait l'objet chaque jour de milliers de commentaires dans le monde, et pourtant ça continue. Est-ce que je ne viens pas là de vous décrire une secte parfaite? En fait, je viens d'évoquer le Forum de Davos et son président fondateur, Klaus Schwab. Je pourrais en trouver beaucoup d'autres. J'ai voulu attirer votre attention sur le fait que les sectes ne sont pas forcément, même quand elles sont extrêmement nombreuses, comme l'a démontré tout à l'heure Maxime Perrotin, les sectes ne sont pas forcément issues du monde de Hergé, de Tintin. Les sectes sont aussi, ont parfois pignon sur rue, sont parfois très efficaces, très populaires.
mais elles agissent contre nos intérêts. Alors, on pourrait définir, il faudrait une autre conférence, ce que signifient nos intérêts, bien sûr, mais j'ai quand même tendance à évoquer les intérêts de l'humanité. Alors, j'ai l'air pessimiste, mais pas du tout. Je vais vous le prouver dans quelques secondes. Que peut-on conclure de ces descriptions qui ne sont jamais nommées comme ça? Jamais aucun journaliste ne traitera la franc-maçonnerie de secte ou le forum de Davos. Pourtant, pour moi, les définitions sont là. La plus grande ruse du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Vous vous souvenez de cet adage? Le spectacle de la russophobie ambiante que je viens d'évoquer, de cet empêchement qui est fait aux Européens de constituer une grande puissance chrétienne avec les Russies, est un spectacle dramatique, un spectacle épouvantable qui, moi, m'émeut et m'attriste chaque jour. Cette terrible désolation a un but, évidemment. Vous connaissez l'adage policier qui dit « cherche à qui le crime profite ». Bien sûr, pour n'importe qui, même s'il est particulièrement atlantiste, on sait bien à qui le crime profite, c'est très clair. Mais sans l'aide de ces nombreux relais, de ces nombreuses sectes, dont les deux que je viens d'évoquer à l'instant, le crime serait beaucoup plus difficile à perpétrer. Ces sectes, en général, notamment celles évoquées tout à l'heure par Maxime Perrotin, ces francs-maçons, ces partisans du démon, se nourrissent comme lui du mensonge. Exposer la vérité est sans doute la première contre-offensive efficace, et ça a été rappelé tout à l'heure par M. Pachou, la vérité, l'information est un argument important, et contre cette subversion et ses partisans. D'ailleurs, la vérité ne doit-elle pas nous rendre libres, si vous me pardonnez encore une citation biblique. Voilà, j'ai conclu, j'ai voulu être plus rapide parce qu'on a déjà pris beaucoup de temps, mais bien sûr, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Roux. C'était très intéressant. Effectivement, je voulais vous poser une question concernant donc, les francs-maçons. Une de, euh, une de caractéristiques de sectes totalitaires, c'est que vous pouvez y entrer, mais c'est difficile de les quitter. Est-ce que c'est la même chose avec la franc-maçonnerie? Oui, on a de temps en temps, on voit parfois des livres ou des conférences de gens qui ont quitté la franc-maçonnerie. On sait par eux-mêmes qu'ils ont beaucoup souffert. Ils ont été surtout calomniés, détruits, et leur réputation a énormément souffert. Alors, je ne vous dis pas, je crois que c'est possible. J'ai certains livres sérieux qui le disent. Il fut une époque où les francs-maçons n'hésitaient pas à tuer les membres qui dévoilaient des secrets ou qui s'en allaient. Je pense qu'on ne le fait pas, ou on le fait plus discrètement, certainement. Mais je crois que les gens qui quittent la franc-maçonnerie ont beaucoup de mal à la quitter et souffrent après d'un déficit d'image très important. D'accord. Okay, moi, merci. j'aurais aussi une petite question à Olivier Roux. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui font un parallèle entre franc-maçonnerie et Opus Dei? Alors, l'Opus Dei, alors on peut faire des parallèles, mais ce n'est pas du tout le même sujet. Bien qu'il y ait énormément de membres de l'Opus Dei qui soient francs-maçons. En fait, l'Opus Dei est un organisme d'Église catholique issu, et vous allez me pardonner, je suis un spécialiste de l'Église catholique et surtout de la crise de l'Église, et qui est issu de Vatican II, qui est issu de la crise de l'Église et de son extrême modernisation. Même si cette extrême modernisation semble actuellement marquer le pas par rapport aux années 65-75, il y a eu quand même une espèce de révolution dans l'Église que chacun d'entre vous connaît. L'Opus Dei affiche une dimension sectaire. Moi, je n'hésite pas à le dire. Ses membres n'ont pas tellement de liberté de parler, sont extrêmement encadrés. Lorsqu'ils sont rentrés célibataires, doivent rester célibataires. Je pense que c'est un désordre dans l'Église moderniste. Alors après, le parallèle avec la franc-maçonnerie, on ne peut pas le faire à 100%. La franc-maçonnerie existe depuis 1717 ou 1720. L'Opus Dei est issu de la crise de l'Église. C'est une œuvre qui a certainement une volonté charitable, une volonté à purifier ses membres, mais les cathares aussi avaient cette volonté-là. Et je ne suis pas sûr que l'Église n'ait pas intérêt à faire le ménage un peu dans cette organisation-là. Alors, peut-être une précision, on dit de l'Opus Dei qu'elle
elle fait des élites pour noyauter les différents rouages de la société, influer, etc. Pourquoi ne pas les mettre sur le même plan que les francs-maçons dans ce cas-là? Ce que vous dites est juste, mais encore une fois, on est De manière franc-maçon. sournoise, hein, j'entends. Non, mais j'ai bien compris. Sournoise. Mais je ferai deux objections. La première, on est franc-maçon ou on ne l'est pas. Donc l'Opus Dei n'est pas franc-maçonne. Quel est effectivement des comportements qui ressemblent, je suis d'accord avec vous. Et la deuxième objection, c'est qu'en fait, je connais des dizaines de mouvements philosophiques, politiques, de réflexion, de jeunes, de vieux, dont l'objectif est de noyauter l'État profond et d'investir l'État pour l'améliorer. Et ça n'est pas une caractéristique définitive selon moi. Je connais des catholiques, des protestants, encore plus nombreux. Je connais des œuvres de jeunesse qui travaillent à se former pour être dans l'État, pour y apporter un sang neuf et une respectabilité supérieure à celle d'aujourd'hui. Et en fait, je ne suis pas sûr que ce soit une condition suffisante pour que ça ressemble à la franc-maçonnerie. Et je ne suis pas certain, et bien sûr, on est dans un domaine que vous connaissez bien, qui est très flou et très difficile à discerner. On est dans un domaine qui n'est pas nécessairement malhonnête. Car quelque part, vouloir créer une élite qui dirige ce pays convenablement, j'aimerais bien moi, que ça existe, hein, personnellement. Bon, il faut voir aussi, comment dire, les plaintes qui ont eu lieu, hein, de jeunes filles, etc., qui ont travaillé pour rien, etc. Il faut lire la presse. Hein. Donc, je vous renvoie vers la revue trimestrielle du GEMPI, qui est gratuite, puisqu'on peut se la procurer en allant sur le site du GEMPI. Je la connais depuis très longtemps. Très bien. Je vois on a des lecteurs de tout horizon. C'est bien. Bon.